Ladies and gentlemen, en route pour un voyage so British, c'est le cas de le dire. Et oui, cette semaine, actualité oblige, les Anglais sont à l'honneur. Alors, comment sont-ils perçus par leurs voisins, proches ou lointains? Quelle image renvoient-ils ailleurs dans le monde? Comment envisagent-ils leur future relation avec les autres pays? That is the question, comme on dit en français. Et ça tombe bien, ils ont la réponse. Voici nos correspondants du jour. Valérie Le Rouge, qui nous donne rendez-vous en Belgique. Arnaud Miguet, qui nous attend en Chine. Sylvain Le Petit, qui a fait le déplacement à Chypre. Sandrine Mercier, qui s'est rendue, elle, à Gibraltar, sans oublier Arnaud Comte, notre correspondant au Royaume-Uni, qui nous donnera, lui, la température sur place. Et, vous le savez, en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, eh bien, toute la séquence qui suit a été évidemment enregistrée. Alors, pour la toute première escale, direction Bruxelles, berceau de l'Europe et vivier de Britanniques anti-Brexit. Bonjour Valérie. Les Anglais qui habitent en Belgique sont tous pro-européens et travaillent dans les institutions européennes, mais leur avenir reste plutôt incertain dans le pays, dites-moi. Ah oui, ils sont très nombreux à voir le blues ici depuis ce fameux référendum. La Belgique compte 21 000 Britanniques, dont 2 000 qui travaillent directement ici dans les institutions. Autant vous dire qu'ils se sentent très concernés, pour ne pas dire consternés par la tournure des événements. Ils sont inquiets aussi car de la signature ou pas d'un accord dépend quand même leur avenir en Belgique. C'est pour cela qu'il y en a beaucoup qui ont demandé la nationalité. D'ailleurs, le petit royaume de Belgique est le 3e pays qui a le plus recensé de demandes de naturalisation après l'Allemagne et la France. Nous avons rencontré plusieurs de ces Britanniques inquiets. On a interrogé également la bulle européenne au sujet de ce Brexit. Reportage avec Loïc Verrienne et Sylvain Winans. Aujourd'hui n'est pas une journée comme les autres pour Rachel. Car ce matin, cette Britannique de 52 ans s'apprête à changer de nationalité. Bonjour madame. Bonjour monsieur, c'est pour ma carte d'identité s'il vous plaît. Avant l'annonce du Brexit, ils étaient environ 140 à faire cette démarche chaque année. Aujourd'hui, ils sont 10 fois plus. Eh bien voilà, madame Amon, votre nouvelle carte belge. Merci beaucoup. C'est un peu choquant pour moi de voir maintenant nationalité belge. Wow. J'ai pas rendu compte que ça va me donner tellement d'émotions. Sans ce précieux sésame, Rachel risquait tôt ou tard de devoir quitter la Belgique, son pays d'adoption depuis 16 ans. C'est du thé avec du lait. Elle a conservé quelques habitudes so British, mais sa vie et sa famille se trouvent désormais sur ce petit territoire europhile qu'est la Belgique. En Angleterre, c'est plutôt une blague, la Belgique. Mais quand on vient ici, pour les autres Anglais que je connais qui sont ici, on comprend qu'on a trouvé quelque chose de spécial. Et nous sommes heureuses que les autres ne viennent pas. Robert fait partie de cette jeune génération de Britanniques qui s'est battue contre le Brexit. Sur cette photo, vous pouvez me voir avec des collègues. On faisait campagne dans un parc londonien contre le Brexit. Cet Anglais a travaillé près de 2 ans comme conseiller pour la Commission européenne, mais à l'approche du Brexit, son contrat n'a pas été renouvelé. C'est vraiment agaçant pour être honnête. J'ai travaillé dur pour avoir ce contrat dans les institutions européennes, et maintenant la décision du Brexit me retire tout ça. Cela provoque beaucoup d'incertitudes. J'ai une vie en Belgique, une compagne, je voudrais faire carrière ici, donc ça me préoccupe beaucoup. Dans la capitale de l'Europe, près de 2000 fonctionnaires britanniques travaillent pour les institutions. Après le Brexit, ils devraient conserver leur emploi, mais ils pourront dire au revoir à certaines promotions. Il y a certains postes qui leur seront bloqués parce qu'il y aurait conflit d'intérêts et leur avancement de carrière pourrait être entravé parce qu'ils ne peuvent pas occuper tous les postes disponibles. Dans le quartier européen, le Brexit, c'est le sujet de conversation numéro 1. Et pour parler Brexit avec les expatriés qui vivent à Bruxelles, on n'a pas trouvé mieux que d'installer un bus anglais juste en face du Parlement européen. À gauche, les anti-Brexit. À droite, les pro-Brexit. La rangée reste vide. La jeunesse européenne a choisi son camp. Je pense que c'est terrible. Je pense qu'il se ferme un super monde à l'Union européenne. Je pense que ce soit économiquement, culturellement, c'est une catastrophe pour eux. Je pense que c'est une perte pour l'Union européenne parce que je crois en la multiculturalité, en la diversité. Je pense que tous en commun, on fait les choses mieux.
Mais à force de gratter, on finit par démasquer une pro-Brexit. Ils ne se sont jamais vraiment sentis européens. Donc finalement, c'est peut-être mieux qu'ils partent pour avoir une Europe plus unie. Que ce soit le cœur lourd ou avec une pointe d'impatience, tous s'apprêtent en tout cas à dire bye-bye aux Britanniques. Et dites-nous Valérie, si c'est compliqué pour les Britanniques finalement d'obtenir la nationalité belge ou si au contraire ils sont favorisés par rapport aux autres demandeurs? Non, officiellement, ce sont les mêmes règles pour tous les Européens, qu'on soit bulgare, français ou britannique. Il faut d'abord résider en Belgique depuis 5 ans, parler l'une des 3 langues officielles, français, néerlandais ou allemand, et puis prouver son intégration sociale. C'est un peu plus subjectif, mais ça passe notamment par un montant de revenu minimum. Alors on peut supposer quand même qu'il y a une certaine bienveillance à l'égard des dossiers britanniques, vu l'explosion de cartes d'identité belges qui leur ont été attribuées. Pour finir, Valérie, on a vraiment envie de savoir ce week-end quelle est l'ambiance dans les institutions face aux interminables discussions avec les Britanniques. Honnêtement, il y a quand même un certain ras-le-bol maintenant qui est perceptible. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a dit l'autre jour qu'il y avait quand même une véritable fatigue à l'égard du Brexit. Les diplomates, les experts à qui l'on discute dans les couloirs ne cachent pas également une certaine lassitude parce qu'on voit quand même pas vraiment comment ça va se terminer. Et l'équipe des négociateurs article 50, la task force article 50 comme on l'appelle ici dans le jargon, c'est 49 experts parmi les meilleurs juristes également des institutions qui ne font que ça quand même. J'ai presque envie de dire 24 heures sur 24 depuis 2 ans. Ça a un coût, c'est une énergie de dingue. Pendant ce temps-là, l'Europe n'avance quand même pas beaucoup. Autant vous dire qu'ici, on est pressé de passer à l'étape d'après, quelle qu'elle soit. Merci beaucoup Valérie et à très vite parce que je pense que l'on va se reparler dans très peu de temps, effectivement. Alors, pour la suite du périple, cap maintenant sur Hong Kong où l'identité britannique est très marquée. Et pour cause, la couronne anglaise y a laissé, souvenez-vous, son empreinte pendant plus d'un siècle. Bonjour Arnaud. Aujourd'hui, ce petit bout d'Asie dépend officiellement de la République de Chine, mais nombreux quand même sont ceux à regretter, semble-t-il, la domination du Royaume-Uni. Nostalgie quand tu nous tiens, c'est ça ? Oui, bonjour Laurent, il y en a toujours qui vous diront que c'était mieux avant, mais depuis plus de 20 ans, depuis 1997, Hong Kong est chinoise. Avec ce principe, un pays, la Chine, 2 systèmes. Ce qui veut dire que les 7 millions de Hongkongais ont leur propre système politique, juridique, leur propre loi, leur propre monnaie, leur propre économie, les impôts les plus bas au monde et pas de TVA, et leur propre système financier. Et puis on y parle l'anglais, langue officielle et obligatoire à l'école au même titre que le cantonais. À la différence de la Chine continentale, on roule à gauche, c'est-à-dire du bon ou du mauvais côté, c'est selon, et les juges ont toujours une perruque vissée sur la tête. Et il flotte un petit air de liberté à Hong Kong. C'est un héritage britannique, c'est un air de liberté qu'on ne retrouve pas forcément en Chine. Officiellement, pas de censure, liberté de la presse, liberté d'opinion, droit de pouvoir se rassembler ou de manifester. Et je peux vous dire que c'est différent là où je suis. Bref, nous sommes allés faire un petit tour du côté de Carnaby Street, de Gloucester Road, dans les public houses, les pubs. C'est un reportage de la brillante Justine Jankowski et de la polyglotte Maggie Tan. Regardez. C'est la ville aux 1000 gratte-ciel. Moderne, toujours so british, où les bus à impérial côtoient les tramways d'antan. Un petit parfum d'Angleterre embaume toujours Hong Kong depuis 1904. Monsieur Chan est hongkongais. Et il conduit les tramways depuis 20 ans. Ça, c'est le frein. Et ça, c'est pour changer l'orientation des rails. Tout est d'époque. Ce tram, c'est le symbole de Hong Kong et je suis très fier de le conduire. Avec lui, l'identité britannique fait vraiment partie de l'identité hongkongaise. À bord du Ding Ding, comme le surnomment affectueusement les Hongkongais, il y a toujours affluence. Des grands et des petits. Moi, ça fait 15 ans que je prends le tram. C'est une expérience unique. Ça me rend nostalgique. Je le prenais souvent quand j'étais petite. Premier arrêt, celui de Monsieur Lo. 86 ans et presque autant d'années
à prendre le tram. Mais ce restaurateur ne garde pas que des bons souvenirs de la couronne britannique. Vous voyez ces rues là? En ce temps-là, je vendais du poisson au noir. Les Anglais m'ont attrapé et m'ont battu avec un bâton toute la nuit en prison. C'était une époque injuste. Une époque dont il reste des vestiges. Des statues d'anciens lords à ces iconiques ferries. Ces voitures de luxe. Jusqu'aux bouches, ça on s'en dit. L'île boite encore à la coupe de feu l'Empire britannique. 1841. Première guerre de l'opium, les Britanniques plantent l'Union Jack sur le port au parfum. Hong Kong devient colonie de Sa Majesté jusqu'en 1997, date de la rétrocession à la Chine. Des Anglais, il reste une langue, un savoir-vivre et des bâtiments comme celui-ci, l'ancien logement du général britannique. Ça s'appelle un pansement de briques. C'était très populaire à l'époque de la reine Victoria. Benicia a transformé cet édifice en espace d'art et café, où la faïence est d'époque. Nous sommes dans le caveau à glace. C'est là que les Européens stockaient les glaçons importés. Ici, on essaie de garder une relation étroite entre le passé et le présent. Et aujourd'hui, justement, il y a même des Hongkongais qui réclament le retour du statut de la couronne. Nous demandons au Royaume-Uni de rétablir la souveraineté britannique sur le territoire hongkongais. Alors, chez les anciens sujets de Sa Majesté devenus citoyens chinois, le Brexit préoccupe aussi. Il y a les pour, les contre et les neutres. Si c'est ce qu'ils ont décidé, c'est forcément une bonne chose. J'ai peur que cela affecte mon activité. Le Brexit, c'est aussi l'actualité des 33 000 expatriés anglais sur l'île. Dans son pub, Johnny en a été le témoin. À un moment, tout le monde parlait de ça et me demandait mon opinion. Et les habitués la donnent toujours volontiers. Moi, je me sens mal pour les gens qui habitent en Angleterre. Ils vont en souffrir. Je me sens toujours très anglais. Mais je suis content de ne pas y vivre. Brexit ou pas Brexit, ces Britanniques de l'île tropicale se sentent en tout cas de plus en plus loin de leur île natale. Franchement, Arnaud, c'est sérieux? Il y a vraiment des Hongkongais qui veulent être rattachés au Royaume-Uni aujourd'hui? Oui, Laurent, c'est très sérieux. Ceci dit, on les compte sur les doigts d'une main, allez, des deux mains, mais cette campagne de réunification a en effet assez peu de chances d'aboutir. Ceci dit, on trouve de plus en plus les anciens drapeaux de Hong Kong, c'est-à-dire l'Union Jack, le drapeau britannique avec le lion et le dragon, flotter lors de manifestations, surtout des manifestations anti-Pékin ou lors de matchs de foot. Mais il y a de plus en plus de Hongkongais qui s'inquiètent aussi de la mainmise de Pékin sur leur petit territoire, qui se mêlent de plus en plus de leurs affaires, mais ceux-là ne veulent pas pour autant un rattachement à la couronne, mais certains veulent même l'indépendance. Alors justement, plus généralement, et pour info, comment perçoit-on le Brexit en Chine? Alors en Chine, à Hong Kong, à chaque vote à la Chambre des communes, à Londres, ou chaque non-vote sur le Brexit, les marchés financiers s'affolent, la bourse de Hong Kong en prend un coup. En Chine continentale, eh bien, le pouvoir central, comme la bourse d'ailleurs, a horreur du vide, a horreur de ces atermoiements, de cette incertitude, de cette fatigue dont vous parlez, Valérie Lerouge. D'ailleurs, Xi Jinping avait rencontré Theresa May, la locataire du numéro 10 Downing Street, lorsqu'elle était venue en février dernier en Chine pour négocier des accords bilatéraux en vue du Brexit. Et les Chinois avaient dit à Theresa May qu'ils voulaient un Brexit, je cite, stable et ordonné. Bien, à ce jour, c'est raté, Laurent. Eh ben, merci Arnaud, en tous les cas, d'avoir fait la lumière sur ce sujet, alors que justement, vous avez subi une petite panne d'électricité. À bientôt. Allez, il est temps de faire une pause numérique avec Julia Livage. Alors, depuis l'annonce du Brexit, effectivement, le web se transforme en véritable tribune, que dis-je, en ring de boxe entre les pros et les anti-Europe.
Oui, c'est vrai. En fait, il existe une sorte de règle tacite et difficile à expliquer sur Internet. En règle générale, une campagne à l'issue de laquelle on va voter contre quelque chose, donc là, contre l'Europe, contre l'Union européenne, va rassembler davantage sur les réseaux sociaux qu'une campagne pour. C'est une règle, c'est comme ça. Et donc, du coup, dès début juin 2016, le camp du Leave pour quitter l'Europe bénéficie d'une très large avancée. Et la victoire, entre guillemets, du Brexit, elle est déjà très présente sur Internet. Alors, du côté du Remain, pour ceux qui souhaitent rester en Europe, de nombreuses personnalités britanniques, comme vous voyez là, J.K. Rowling, la maman de Harry Potter, mais aussi des Lily Allen, Ricky Gervais, des gens comme ça, très connus en Angleterre, eh bien, ils se sont réveillés le 24 avec une belle gueule de bois. Et c'est sur Twitter qu'on a retrouvé leur désarroi, leur colère, leur déception, comme pour la plupart des partisans du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Alors, pour plus d'explications, il y a un site qui s'appelle brexit.gouv.fr sur lequel on peut y voir plus clair. En tout cas, on nous y explique beaucoup de choses. Et il faut reconnaître également, Julia, que le Brexit est à l'origine aussi de buzz insolites qui ont fait la joie, la grande joie des internautes. Exactement, évidemment, l'humour britannique toujours en tête. Alors, comme par exemple cette traductrice en langage des signes, on en avait parlé à l'époque. En fait, elle est devenue une véritable star des réseaux sociaux quand elle essaye de traduire avec sa gestuelle et ses expressions faciales la complexité du Brexit. Alors, elle ne nous explique pas le Brexit, mais en tout cas, avec son visage, on comprend à quel point c'est complexe. Elle est devenue un énorme phénomène viral. Alors, c'est Theresa May, évidemment, qui est aussi au cœur des parodies. Là, elle est devenue une rappeuse californienne, comme vous pouvez le voir là. Le clip de Dr. Dre, parodié, et encore beaucoup de choses comme quoi ils sont... l'humour britannique, c'est vraiment l'arme contre le Brexit, en tout cas sur Internet. Bah, écoutez, au moins, on a rigolé sur le sujet. Et danser. Et danser. Merci beaucoup, Julia. Allez, next up, l'île de Chypre, qui elle aussi s'interroge forcément sur les conséquences du Brexit. Bonjour, Sylvain. En effet, il est bon de le rappeler, les Anglais y ont conservé là-bas quelques terres. J'imagine donc que les questions vont bon train dans le pays, à commencer par son futur statut. Bonjour Laurent. En effet, cela fait partie des incertitudes, le futur statut de ces territoires enclavés dans d'autres pays de l'Union européenne. Dans le cas de Chypre, les Anglais ont conservé, après l'indépendance du pays en 1960, 2 bases militaires entourées de terres agricoles qui appartiennent toujours officiellement à la couronne britannique. Alors ces terres sont exploitées depuis des décennies par des paysans chypriotes, mais eux n'ont pas la nationalité anglaise et n'ont pas pu se prononcer pour ou contre le Brexit. En revanche, ils se posent beaucoup de questions sur leur avenir. Julien Nativel est allé à leur rencontre. Voici son reportage. 3% de la superficie de Chypre est anglaise. Au sud-ouest de l'île, le village d'Avdimou et ses 1000 habitants suivent attentivement les négociations avec l'Union européenne. Cette commune est située en bordure de la principale base militaire britannique en Méditerranée. Nombreux sont les paysans du bourg à vivre et travailler sur des terres agricoles comme cette ferme, officiellement en territoire anglais. La démarcation est quelque part dans ce champ, juste au-dessus de la route, dans ces hautes herbes. Depuis près de 20 ans, Dimitris gère une exploitation laitière avec plus de 1000 vaches. Techniquement, sa ferme est sous autorité anglaise. Pourtant, aujourd'hui, c'est à Chypre qu'il paie ses impôts. Mais tout pourrait changer en cas de Brexit sans accord, ce qui inquiète le paysan. On ne sait rien du tout. On n'est pas à la table des négociations. De toute façon, peu importe ce qu'ils décident, on ne saura qu'après. Chaque jour, des milliers de litres de lait sont collectés ici, avant d'être envoyés par camion dans une coopérative à une trentaine de kilomètres, côté chypriote. Dimitris préfère ne pas envisager qu'une taxe à l'importation sur ces produits soit mise en place à cause du Brexit. Le meilleur scénario serait de laisser les choses comme elles sont, donc sans taxe, sans changement de situation. Un peu comme ce qu'ils disent à la télé, rien d'autre. Une augmentation des taxes, ce serait vraiment difficile. Comme Dimitris, plusieurs milliers de fermiers chypriotes sont désormais dans la même expectative. À quelques centaines de mètres, dans cette exploitation maraîchère, Michalis cultive des agrumes et des vignes depuis plus de 40 ans, qu'il exporte vers des pays européens. Le Brexit nous fait peur parce qu'on craint une augmentation des tarifs douaniers sur nos exportations. Et la création de barrières douanières n'est pas la seule menace.
À l'heure actuelle, ils bénéficient d'importants financements dans le cadre de la politique agricole commune. Ce ne sera plus le cas si ces terres ne font plus partie de l'Union européenne. Sans l'argent de l'Europe, on ne pourrait pas continuer à fonctionner comme on le fait. Ces aides nous permettent de préserver notre travail maraîcher et l'élevage, mais aussi d'entretenir les machines dont on a besoin, de payer les salaires ou même l'engrais. Des pourparlers sont actuellement en cours à Bruxelles afin de prendre en compte le sort de ces agriculteurs. Au village d'Avdimou, le maire adjoint, pro-européen, se veut optimiste. J'espère qu'une bonne solution va être retenue entre les dirigeants chypriotes et le gouvernement britannique. Une solution qui soit bénéfique pour nos deux pays. Les exploitants chypriotes en territoire britannique vont devoir être patients. La question de leur statut ne devrait pas être définitivement tranchée tant qu'un accord n'aura pas été signé entre Bruxelles et Londres pour encadrer le Brexit. Très étonnant. Merci beaucoup Sylvain et à bientôt évidemment. Allez, il est temps maintenant de rejoindre notre correspondant 1h moins sur place, direction Londres donc. Bonjour Arnaud. Pour commencer, les Anglais se voient-ils? Comment se voient-ils? Quels sont leurs atouts, leurs points faibles selon eux? Eh bien Laurent, point fort, point faible de leur glorieux passé, car si le Royaume-Uni est une île, il faut rappeler quand même, cela a été durant de longues années un empire qui a régné sur un quart du monde, un empire qui a aussi inventé une langue, la langue de Shakespeare, qui se parle aujourd'hui, enfin en tout cas dont près d'un milliard de personnes parlent la langue de Shakespeare. Donc cette influence-là, ce glorieux passé, eh bien forcément, il reste des choses. Et on le ressent ici au quotidien dans l'état d'esprit, cette force tranquille britannique, on peut appeler aussi le flegme britannique, cette impression que les Anglais finalement se relèveront toujours, qu'ils sont capables d'entreprendre sans cesse, d'aller de l'avant. Et c'est aussi un point faible finalement, puisqu'il peut y avoir cette étrange impression parfois qu'ils peuvent se passer du reste du monde, sauf que l'Empire n'est plus aujourd'hui. Alors justement, dites-nous, les relations franco-britanniques ont toujours été, on le sait, un peu compliquées. Est-ce qu'elles risquent de s'envenimer davantage ? Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce qu'il faut le rappeler, il y a 34 kilomètres entre eux et nous, entre la France et l'Angleterre. Ce n'est pas un océan, c'est une mer. Et pourtant, quand vous débarquez ici au Royaume-Uni, eh bien, la mentalité est totalement différente. C'est un choc des cultures, effectivement. Alors, en ce moment, c'est un peu tendu avec le Brexit. Disons-le, Emmanuel Macron, le président français, peut-être même l'un des plus durs avec le Royaume-Uni dans les négociations. La France est le plus dur des 27 européens. Il a affirmé justement que le peuple britannique avait fait un choix et que ce choix devait être affirmé, assumé. C'est sa position, c'est pas forcément la position des 27. Il faut rappeler quand même que dans le passé, c'est des ennemis traditionnels, les Anglais et les Français. On parle de la guerre de 100 ans, on parle des guerres napoléoniennes, même si au XXe siècle, il y a eu une convergence d'intérêts économiques et que même s'il y a encore un peu d'eau dans le gaz avec ce Brexit, on ne peut pas imaginer quand même ces deux alliés se tourner le dos dans ce contexte de mondialisation face aux géants chinois, américains ou indiens. Et comment vous expliquez, vous, que les Britanniques aient toujours été un peu en marge de l'Union européenne ? Alors Laurent, c'est peut-être l'insularité, vous savez, un pied dedans, un pied dehors. Quand l'Europe a été créée, il y avait cette volonté finalement d'une communauté de destin. Le Royaume-Uni, les Anglais ont toujours été un petit peu en décalage avec cette idée. Ils ont finalement rejoint l'Europe parce qu'il y avait une opportunité économique à saisir. Donc voilà, il y a eu toujours un peu cet écart entre Français et Anglais, un pied dedans, un pied dehors, je le répète. Et on peut concrètement l'expliquer. Regardez, l'Angleterre est dans l'Europe, mais l'Angleterre n'est pas dans Schengen. L'Angleterre est dans l'Europe, mais l'Angleterre n'a pas l'euro. Bon, toutes ces incertitudes ont ébranlé le pays en matière de politique intérieure. Où est-ce qu'on en est rapidement là-bas ? Alors c'est très compliqué. Pour faire simple, 17 millions de Britanniques ont voté en faveur du Brexit. Mais au Parlement, les députés maintenant qui ont les cartes en main, ces députés majoritairement, eux, qui sont censés représenter le peuple, ils ont voté contre le Brexit. Ils ont voté pour rester dans l'Europe. Et finalement, cela exprime la grande division actuelle, division politique entre les élites et le peuple britannique.
Ben vous savez quoi, Arnaud, merci pour ces explications. Merci d'avoir dissipé le brouillard londonien. Et à bientôt, bien sûr. Alors, pour la toute dernière escale, on retrouve Sandrine Mercier qui évoque le cas d'un minuscule territoire britannique à la pointe de l'Andalousie. Ben oui, vous avez compris, j'ai nommé Gibraltar. Bonjour Sandrine. Donc, si j'ai bien compris, du hola au hello, il n'y a qu'un pas. Bonjour Laurent, c'est exactement ça. Imaginez, vous êtes en Andalousie, tout au sud de l'Espagne, et là, vous passez une frontière et vous voilà sur le sol anglais, avec du fish and chips au lieu de tapas, mais toujours sous les palmiers. Gibraltar, c'est cette enclave de seulement 7 km² située sur un rocher, El Peñón pour les Espagnols, un rocher sur lequel s'accrochent et se disputent les Britanniques et les Espagnols. Marie Bolinches et Johan Prodhomme sont allés sur ce territoire confetti secoué par les tensions du Brexit. D'un côté l'Espagne, de l'autre le Royaume-Uni. Gibraltar est au milieu de l'Andalousie, mais l'ambiance y est du genre très british. Nous sommes britanniques depuis 1713. On a même fait un référendum ici et on a tous voté pour rester britanniques. Mais le Brexit a tendance à faire perdre leur flegme aux Gibraltariens. Ils étaient 96% à voter pour rester en Europe et craignent désormais la réaction du voisin espagnol. On sait comment sont nos voisins les Espagnols. On leur donne ça et ils prennent ça. Notre inquiétude, c'est la frontière. Va-t-on garder la libre circulation des personnes et des marchandises? Cette douane est la seule frontière terrestre qui relie Gibraltar au reste de l'Europe. Chaque jour, 6000 travailleurs espagnols la traversent comme Miguel et Alfredo. Depuis le référendum sur le Brexit, ils craignent pour leur emploi. On est dans l'incertitude totale. On est perdu. Et jusqu'à présent, le gouvernement espagnol n'a rien prévu de concret pour nous. Sur le plan économique, sans Gibraltar, les villes espagnoles qui sont à la frontière risquent de perdre l'équivalent de la moitié de leurs revenus. En Andalousie, le taux de chômage dépasse les 30%. À Gibraltar, il n'atteint pas 2%. Le Rocher accueille notamment des milliers de sociétés de jeux en ligne et de paris sportifs. Ce tunnel abrite l'un des trésors de Gibraltar. Luis Garcia veille sur les ordinateurs de ce data center. Ses clients viennent du monde entier, attirés par une fiscalité très avantageuse et jusqu'à présent par l'appartenance de Gibraltar à l'Union européenne. Pour nous, notre localisation est une bonne chose. Cela permet à nos clients d'avoir accès à la totalité du marché européen. Et ce qui est bon pour nos clients est bon pour notre économie locale. Mais après le Brexit, beaucoup de ces clients pourraient abandonner Gibraltar. Face à l'incertitude, les autorités se sont engagées dans une négociation avec l'ennemi historique, le gouvernement espagnol. 4 accords ont été signés pour définir la future relation entre le Rocher et l'Espagne. Une première depuis 300 ans. Ça n'a pas été facile, mais on a fait pas mal de progrès. Ça a été une année de négociations intenses. Déjà ça, c'est nouveau. Donc il faut continuer à faire des choses comme ça. Officiellement, l'Espagne n'a pas renoncé à Gibraltar. L'enclave est sous bonne protection. Sur les hauteurs, 300 macaques sauvages veillent. Selon la légende, Gibraltar restera britannique tant qu'il y aura des singes sur ce rocher. Ouais, enfin, Sandrine, sauf que Gibraltar a quand même bien failli être coupé du monde. C'était sous Franco, non ? Effectivement, Laurent, petit retour dans l'histoire de l'Espagne. En 1967, un référendum demande aux Gibraltariens s'ils veulent être espagnols ou anglais. Ils choisissent la couronne britannique à 99,6%. C'est un camouflet pour Franco, le dictateur de l'époque, qui décide de fermer hermétiquement la frontière. Résultat, la Grande-Bretagne n'a pas d'autre choix que de passer par les airs, par avion, pour approvisionner le rocher. Quant aux familles qui vivaient en Espagne, à la frontière, c'est le parcours du combattant
pour aller voir leurs proches. Elles doivent passer par le Maroc en face pour atteindre Gibraltar, soit un jour de trajet au lieu de quelques minutes à pied. Le blocus durera jusqu'en 1985. On comprend mieux, Laurent, pourquoi le Brexit fait ressurgir ces vieux démons anti-espagnols. Oui, en effet. Et aujourd'hui, Sandrine, on a toujours la Grande-Bretagne et l'Espagne qui s'accrochent toutes les deux à ce rocher, car d'un point de vue économique, c'est un rocher qui vaut de l'or, non ? Effectivement, Laurent, c'est un territoire en or, vous l'avez dit, même s'il est sorti de la liste noire des paradis fiscaux, Gibraltar reste tout de même la 3e enclave la plus riche au monde. 18 000 entreprises y sont officiellement implantées. Elles bénéficient d'un impôt sur les sociétés de 10% quand il est de 25% en Grande-Bretagne et il n'y a pas de TVA. Alors s'il est anglais depuis 1713, le rocher est avant tout pro-européen, contre le Brexit. L'Espagne, qui lorgne dessus depuis des années, souhaiterait donc négocier le cas de Gibraltar à part lors des futurs accords de Londres après le Brexit. Discussions qu'on imagine fortement houleuses, comme elles le sont finalement depuis des années. Vous savez quoi? Merci beaucoup. Merci Sandrine et à très bientôt. Passez un bon week-end sous le soleil de l'Espagne. Madame, monsieur, c'est la fin de l'émission. Il est temps en effet de filer à l'anglaise, évidemment. Merci donc à nos 4 correspondants pour ce voyage aux accents british.